Bonjour à tous, alors c'est Handbox. Aujourd'hui je vais vous parler de l'espèce Messor barbarus, une fourmi qui est très commune dans le monde de la myrmécologie, et surtout chez les débutants. Une espèce qui est relativement simple d'élevage, qui ne demande pas forcément d'entretien, qui est très sympathique dans le sens où elle va s'occuper elle-même de nettoyer ses déchets, de les répartir, de les disposer dans un endroit qu'on pourra considérer un petit peu comme une déchetterie ou un local poubelle. En termes de nourriture, elle est relativement simple, elle mange des graines. Et donc aujourd'hui, je vais vous apporter un petit peu plus de précision sur cette espèce qu'on propose à la vente en kit, par exemple pour les débutants. Un kit qui varie entre 15 et 20 euros selon ce que vous avez décidé. 15 euros pour une reine seule avec un petit peu de couvain comme ici, avec tout le nécessaire, donc un petit module de fondation, du matériel pour l'observation, un petit peu de nourriture, etc. Un deuxième kit, quant à lui, à 20 euros, avec donc une petite fondation entre 5 et 20 ouvrières, avec les mêmes accessoires après qui seront proposés, et vous retrouverez les photos en fin de vidéo, ainsi qu'un lien qui vous mènera directement à la page Facebook. Si vous voulez prendre contact avec nous pour plus d'informations ou autres, eh ben, on vous invite à nous contacter, on sera là pour vous répondre. Alors on va commencer. J'ai mis en place un petit livret qui sera vendu avec, qui sera gratuit, je veux dire vendu avec le kit, qui peut être pratique pour tous ceux qui souhaitent s'initier à l'élevage de la fourmi. Donc alors, je vous présente un outil pédagogique que j'ai créé avec des différentes sources. Les images qui vont suivre proviennent de sources différentes que je citerai en fin de vidéo. Et voilà, donc on va commencer. Alors, la Messor barbarus, plus communément appelée la fourmi moissonneuse, se retrouve principalement sur le pourtour méditerranéen. Elle se nourrit principalement de graines. L'espèce fait partie de la famille des Myrmecinae et du genre Messor. Leurs nymphes sont nues lors de la dernière phase de transformation. Cette société monogyne, c'est-à-dire une seule reine, vivant en milieu calcaire, se compose d'ouvrières peu poilues dont la taille varie de 3,8 à 12 mm. La reine, de couleur noire, peut parfois avoir la tête d'un brun rouge sombre. Elle peut atteindre les 14 mm et vivre jusqu'à 15 ans. Les mâles, quant à eux, mesurent entre 8 à 9 mm. Les ouvrières sont polymorphes, appelées minor, média et major. Minor de petite taille, entre 3 à 5 mm grand maximum. Les médias de 5 à 10 mm. Et les majors qui peuvent atteindre presque la taille de la reine, 14 mm. La particularité de cette espèce est la prédigestion des graines avec la formation de pain à fourmis. En effet, les graines sont broyées et imbibées de salive pour former une pâte qui sera consommée par la colonie. La salive de ces fourmis est hydrolysante, c'est-à-dire décomposition chimique. Et son action porte sur les réserves amylacées des graines pour les transformer en sucre assimilable par les fourmis. L'identification de cette espèce. En premier temps, il y a une présence de caste nette. Seuls les sexués ont des ailes. En deuxième point, le pétiole, ce qui relie le thorax à l'abdomen, est divisé en deux parties, pétiole et post-pétiole chez les Myrmecinae, qui est une très très grande famille, qui comporte différentes espèces. Ensuite, en troisième lieu,
le post-pétiole inséré dans la partie antérieure du gastre et ne possédant pas d'extension ventrale. En quatrième point, les antennes, composées de 11 ou 12 articles, se terminant par une masse apicale de plus de 3 segments ou sans masse apicale. 5. Mandibule dentelée en forme de triangle dont les côtés extérieurs sont arrondis. Ensuite, 6. Tête peu ou non carénée, de forme rectangulaire, aussi large dans sa partie supérieure que dans la partie proche des mandibules. La tête, souvent, pratiquement plus large que longue. Le bord supérieur du clipéus, non relevé sous la base des antennes. En 7, présence de castes avec des individus intermédiaires, minors, médias et majors. En 8, fourmis récoltant et stockant des graines en grande quantité. En 9, pas de psamophores. Les psamophores, ce sont les petites barbichettes que des fois on peut observer entre les mandibules et un corps lisse. Et ensuite, la tête des majors est rouge et parfois également sur les médias. L'étape de la fondation. Donc l'étape de la fondation, c'est très simple. Il suffit d'avoir un tube à essai en verre. Il faut mettre de l'eau au fond du tube, puis placer un coton qui fera barrage et s'imbibera d'eau. Ceci permettra à la fourmi de boire et surtout de régler une humidité dans le tube, chose qui est indispensable pour les fourmis, car elles ne supportent pas la sécheresse. Y intégrer la gine, puis refermer le tube avec un coton. En principe, comme ça, une reine peut tenir très longtemps. Normalement, elle va se mettre à pondre, à produire sa première génération d'ouvrières. Il est important ensuite de laisser le tube dans le noir, à température ambiante ou chauffé à 24 degrés. Et si vous rencontrez des difficultés durant le nourrissage en tube, vous pourrez alors raccorder une petite aire de chasse afin de faciliter ce dernier. Une fois que la fondation possède au minimum une vingtaine d'ouvrières, vous pourrez enfin la faire déménager dans un nid raccordé à une aire de chasse préalablement préparée avec de l'anti-évasion. Ensuite, vous devrez y ajouter un abreuvoir qui est indispensable. La fondation se déroule de manière claustrale, c'est-à-dire sans alimentation. Il ne faut en aucun cas nourrir la reine tant qu'elle n'a pas ses premières ouvrières. Son développement varie de 30 à 45 jours de l'œuf à l'imago, c'est-à-dire de l'œuf à l'ouvrière née, vivante, et en parfait état de fonctionner, en fonction de la température. La colonie peut atteindre jusqu'à 50 000 ouvrières. La reine a une durée de vie pouvant atteindre jusqu'à 25 ans. Donc il est important de bien réfléchir quand on décide de prendre des fourmis. Et en aucun cas, pour les espèces qui ne sont pas endémiques, c'est-à-dire qui ne sont pas françaises, en aucun cas il faut les relâcher sur le territoire. Dans ce cas, si vous avez un problème et que vous souhaitez vous en séparer, vous pouvez prendre contact avec différents passionnés qu'il y a sur Facebook, des groupes Facebook, il y en a énormément, ou même prendre contact avec nous et on se chargera de trouver les meilleures solutions qui s'offrent à vous pour pouvoir vous séparer de votre espèce. En ce qui concerne le nourrissage, cette espèce ayant un régime alimentaire principalement granivore, nous vous conseillons de lui donner des graines pour oiseaux exotiques. Vous pouvez, à raison d'une fois par semaine, proposer à votre colonie des insectes. Par exemple des mouches, des grillons, des blattes, des vers de farine, des asticots, etc., etc. qui auront été préalablement congelés au minimum 48 heures afin d'éviter la prolifération d'acariens. Ces derniers étant néfastes pour votre colonie, il est conseillé de les retirer au maximum 4 jours après. Vous pouvez
éventuellement leur proposer de la nourriture pour poissons qui est souvent bien appréciée par cette espèce. Pour ce qui est des conseils de maintien, cette espèce a besoin d'une humidité à l'intérieur du nid qui doit se situer entre 50 et 70%. Et sa température, quant à elle, doit être comprise entre 22 et 26 degrés maximum. Une diapause, c'est-à-dire une pause hivernale, qui est obligatoire chez cette espèce, devra débuter de mi-novembre à début mars, entre 12 et 15 degrés. Vous pouvez la placer dans le bac au fond du réfrigérateur si vous n'avez pas de cave ou d'endroit frais à lui proposer. Mais entre 12 et 15 degrés, c'est indispensable. En dessous, c'est dangereux et au-dessus, c'est pas une diapause. Quel type de nid choisir? Les nids en pierre reconstitués sont idéaux pour ce genre d'espèce. Vous pouvez également les élever en nid en plexiglas à condition qu'il y ait un bon taux d'humidité. Attention toutefois, cette espèce est foreuse, elle n'aura donc aucun mal à creuser les nids en béton cellulaire ou en plâtre. Veillez également à contrôler de temps à autre les tuyaux de raccord afin de vous assurer que ces derniers ne soient pas endommagés au risque de vous retrouver avec une invasion de fourmis chez vous. Pour l'aire de chasse, nous laissons libre cours à votre imagination, à la seule condition de bien penser à prévenir des évasions en déposant à l'aide d'un petit tampon ou le cas échéant d'un coton-tige de l'anti-évasion sur tout le contour de l'aire de chasse. Si vous utilisez une aire de chasse en plexiglas ou en acrylique, nous vous conseillons de couler une petite dalle en plâtre afin de casser l'électricité statique qui pourrait nuire à la santé de vos fourmis, voire de les tuer. Les erreurs à ne pas faire avec l'élevage de fourmis. Une source qui provient de Blog Nature, datant du 12 mai 2008. Élever des fourmis, c'est facile, mais collectionner les espèces, ceci est la plus grosse et la plus répandue des erreurs. Tous les débutants dans l'élevage de fourmis se cherchent et s'orientent rapidement vers la collection des espèces de fourmis et ou dans la quête d'une espèce exceptionnelle pour ensuite se faire mousser sur les forums. Il suffit de jeter un œil sur Acolab ou Acide Formique pour s'en rendre compte. Ceci conduit forcément à l'échec. Chaque espèce a ses propres mœurs, son exigence en humidité, sa température d'élevage, sa nourriture, et on est rapidement dépassé par toutes ces contraintes. C'est la meilleure façon pour perdre ses colonies entières. De plus, posséder une colonie est largement suffisant pour observer des comportements intéressants, vu la patience nécessaire pour y parvenir. Je vous déconseille par exemple les espèces évoluées telles que les grosses Formica, les Camponotus, certes impressionnantes par leur taille mais très difficiles à maintenir. Pour ce qui est de l'eau, si vous possédez une espèce qui a besoin d'une humidité certaine et constante, il faut toujours éviter la sécheresse. Une semaine sans eau du tout peut détruire une colonie de l'Asius niger par exemple, pourtant réputée pour être facile d'élevage. Dans l'autre sens, trop d'eau gêne les fourmis, favorise le développement de condensation au risque de noyade et de moisissure. Je vous conseille l'élevage de Crématogaster scutellaris dans ce cas, qui sont xérophiles, ce qui supprime les contraintes d'humidité du nid, étant donné qu'elles n'ont pas besoin d'humidité. Trop les nourrir. Il faut savoir que même si les fourmis mangent beaucoup, cela reste relativement très peu. Une mouche peut par exemple contenter une fourmilière de 200 bêtes pour 2-3 jours. Cela va d'ailleurs les occuper une bonne partie de la journée pour la découper. La nourriture ne doit jamais s'accumuler dans l'aire de chasse. Il suffit simplement d'observer la taille des abdomens de vos fourmis pour savoir si elles ont faim ou pas. Dans la nature, les fourmis chassent toute la journée en quête de nourriture. Pour observer les comportements les plus remarquables en captivité, recrutement, découpage, transport, etc.,
Il ne faut les nourrir que de temps en temps avec de la nourriture fraîche et naturelle, insectes, liquides sucrés, etc. Il est possible de laisser quelque part une petite source de nourriture permanente, par exemple un mélange de miel et de farine, par sécurité. Mais l'apport de proies fraîches garantit la bonne santé de la colonie. Construire des nids continuellement. Cette erreur n'est pas forcément nuisible aux fourmis, mais il est clair que lorsqu'on débute, on passe un temps incroyable dans la construction de fourmilières toujours plus perfectionnées, pour finalement se rendre compte que les constructions les plus simples sont les meilleures. Là aussi, les forums grouillent de plusieurs milliers de sujets sur la construction du nid idéal. Mais il n'y a pas de nid artificiel idéal. Le nid qui convient le mieux à une espèce est celui dans lequel elle vit dehors. En captivité, il faut faire des compromis à la fois sur l'espèce que l'on veut élever et le type de nid. Là où ça devient nuisible, c'est quand on force sans cesse les fourmis à déménager vers un nouveau nid. Donc c'était un outil pédagogique et fiche d'élevage qui a été créé par Handbox. Les sources et images provenant de Blog Nature et myrmecofourmis.com et de sources personnelles. En effet, ça fait quand même pas mal d'années qu'on est dans la fourmi, on est spécialisé là-dedans, on travaille sur des recensements d'espèces en pleine nature, on surveille un petit peu les développements des écosystèmes environnants et on en fait notre métier depuis quelques années en développement. Donc nous, on n'est pas une entreprise qui est dans le conflit comme certains qui se disent passionnés, mais je pense qu'ils sont plus passionnés par les ennuis que par les fourmis en elles-mêmes. Donc nous, on n'est pas des méchants, hein, on vient simplement faire respecter le monde de la fourmi et puis faire respecter également les passionnés. Je pense qu'on vit assez dans un monde bien triste et bien étrange pour se taper sur les doigts. Donc ici vous avez une petite reine, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, avec un petit peu de couvain. Ensuite, ici, une petite fondation. Elles ont foutu un big bordel dans le tube. Une petite fondation qui se porte plutôt bien. Bon, il y a quelques mortes, mais bon, voilà, c'est pas très grave, hein, dans le sens où moi, j'ai qu'une devise, c'est les laisser tranquilles. Et quelque chose que je voudrais vous montrer, je sais que ça va en faire rager plus d'un parce que c'est quelque chose qui est vraiment très controversé. C'est ce petit tube à essai, enfin ce gros tube à essai, hein, parce que vous pouvez voir mon doigt, vous voyez le tube à côté. Il est un petit peu sale sur l'extérieur. Ici, vous avez des Messor barbarus qui sont polygynes. Une expérience que j'ai faite pour casser un petit peu le mythe, sous les conseils de quelques entomologistes réputés. Ça fait maintenant bientôt 6 mois que les sirènes sont dans ce tube à essai, qu'elles n'y ont pas bougé. On peut y voir avec l'eau qui reste à l'intérieur. Et ici, vous avez donc une polygénie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs reines dans la fondation. Ça fait 6 mois qu'elles sont là. Il y a un excellent développement. Les reines sont en parfaite santé. Il n'y a rien de dramatique à déclarer. Vous pourrez retrouver le suivi de cette espèce, mois par mois, et son évolution sur cette chaîne YouTube, qui sera consacrée uniquement à l'observation en nature et en captivité, pour voir les différences. Donc voilà, si vous souhaitez nous contacter, si vous avez besoin de réponses à certaines questions que vous pourriez éventuellement vous poser, comme je vous l'ai dit, vous pouvez nous contacter directement sur le lien de la page Facebook ou alors par email également. Si vous avez besoin de détails, si vous avez besoin
de fabriquer du matériel, de faire fabriquer du matériel à des prix abordables. On n'est pas là pour escroquer les gens, on n'est pas là pour faire du chiffre d'affaires de fou, on est juste là pour arranger tout le monde, aussi bien les passionnés que nos petites protégées. On fabrique des aires de chasse décorées sur mesure. On a des maquettistes qui sont là pour vous fabriquer des décors sculptés sans problème. Pour ce qui est des nids, on ne fabrique pas de nids en plexiglas ni en verre, ça ne nous intéresse pas, c'est pas adapté. On fabrique des nids en bois, des nids en plâtre, des nids en béton cellulaire, des nids en pierre composite, qui est comme de la pierre reconstituée mais plus résistant. On a une gamme de nids building aussi qui sont réputés pour être increusables et démontables. On a des tubes à essai compartimentés de différentes tailles, donc en 16 mm de diamètre et en 2 cm de diamètre, enfin 20 mm de diamètre, pardon, qui, quant à eux, une fois qu'ils sont usagés, que la dalle commence à noircir, vous pouvez toujours nous les envoyer, on vous envoie un bon d'expédition. Vous pouvez nous les envoyer et les faire échanger contre des tubes qui seront neufs. Et vous retrouverez toutes les informations en nous contactant sur notre page Facebook. Pour le moment, nous n'avons pas de site internet parce que ce n'est pas la priorité. Le site viendra au fur et à mesure. On ne vend pas d'espèces exotiques pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas faire intervenir d'espèces exotiques sur le territoire français, au risque de nuire aux écosystèmes. Je ne sais pas à qui je vends mes fourmis et je ne sais pas qu'est-ce que les personnes en feront une fois que ça deviendra compliqué ou s'il y a des évasions. Donc ici, vous retrouverez principalement des espèces endémiques qui seront gratuites, qui seront données sur demande avec le matériel que vous achèterez chez nous. Donc voilà, si vous avez des questions ou autres, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi ou une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et voilà, à bientôt les Myrmécos. Ciao, ciao.